I lavori di questa giornata. Io non sono Mario Conetti, non vengo dall'Insubria, ma dall'Università dell'Insubria, ma sono Guido Bartolucci, insegno qui storia moderna e non sono un esperto di Inquisizione, ma con piacere presiedo queste prime due sessioni del convegno di oggi. C'è un piccolo cambio di programma. Non c'è uno dei relatori, Clément Lenoble, che quindi sarà sostituito dalla professoressa Ostorero, che non è riuscita a parlare ieri, giusto? Quindi adesso switch into English. Our first speaker today is Professor Arnold, who teaches medieval history at the University of Cambridge. The title of his talk today is Pastoral, Political and Social Context of Usury in Southern France. Please, Professor Arnold, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to the conference, and I deeply regret that I can't be with you in person, as it would be undoubtedly a much more pleasant overall experience for all. As is perhaps appropriate when talking to a conference on Inquisition, I should begin with some sort of confessions and pleas for clemency. I have a terrible cold at the moment, so please forgive me if I start coughing at any point. I will try to keep it brief. My other, and I apologize, of course, for the fact that I speak in English rather than Italian. The final plea for clemency is that I think my paper is perhaps at best contextual and maybe a little tangential to what you are mostly discussing, in that inquisitors are only going to feature rather briefly, although the process of inquisitio pops up slightly more. But in talking around the late 12th, early 13th century, I am, of course, addressing a period in which the sort of wider issue of how the church felt about mercantile production of money, and particularly how it treated the concept of usury, undergoes, if not a change in thought, then at least a massive ramping up in focus. And that's really what I want to address. And I'm doing it in the southern French context because what I'm talking to here comes out of a very large book project that I've nearly finished about ordinary lay people and religion in the south of France before the Black Death. So an opening proposition, we might go back to the great Inquisition historian Henry Charles Lee in the first book of his Inquisition in the Middle Ages. He suggests that usury comes into the purview of inquisitors in the 13th century. He suggests that this arrives with the bull Quod Super Non Nullis from 1258, issued by Pope Alexander IV. And he kind of broadly suggests that usury becomes a kind of sin into which one might be seen as relapsing alongside heresy, and presents this as one more tool in the inquisitors' sort of box of tricks, as it were. And he points out that in 1311, the Council of Vienne declares that belief that usury was not a sin was itself a heresy. That's the way in which he frames it, at least. So we go back to Lee and we have a notion that heresy and usury are quite closely connected, and that inquisitors take an interest in it from sometime around the mid-13th century. A great historian of southern France and intermittently of heresy and inquisition, John Hein Mundy, in his final book, Society and Government in Toulouse, also talks about the kind of coming of the church's focus on usury in the late 12th, early 13th century in Toulouse, and which he very much presents as the church exerting unwarranted and sort of undesired and unwarranted influence over ordinary economic activity. And he suggests that this ramps up through the late 12th century rhetorically, and then in Toulouse in particular, Bishop Fulk of Toulouse imposes considerable controls, and Mundy, looking at various business contracts, sees the language of them changing such that the idea of interest, the word usury itself starts to disappear, having previously been used to essentially mean interest, and other framings which are more allusive start to appear in business contracts. And he says at the end of the key chapter, I'm reading from him in front of me now,
reservations aside, the business ethos at Toulouse had not only changed, but had changed irrevocably. Once creditors had more or less had a free hand, largely answerable only to courts staffed by themselves or their friends. Now ecclesiastics had invaded their economic freedom and policed their activities. So that is the proposition, is that usury becomes policed by the early 13th century. Now we do find, and I shall try to return briefly at the end of the paper, we do find a very few episcopal trials conducted via the process of inquisitio in its broadest legal sense against usury in 13th century southern France. And we also find a couple of occasions in when inquisitors in heretical depravity acted, well, had action against usury was included in their business, and when there was a comment on usury. But I'm going to save up the nature of those until later in this paper. What I really want to show is that some digging into both these specifics and then the broader context reveals a more complicated landscape. While some historians have assumed that usury sits neatly alongside heresy, there are in fact, I'd suggest, both links but also considerable complications, and work that I'm not going to be able to do in this paper, but that we might think about as work worth doing, is to think through precisely how the quite elaborated discourse on usury operates in contrast to the discourse on heresy as both develop across the later Middle Ages. And what I'm going to suggest in this paper is that certainly in the period I'm looking at, usury is, to sort of adapt what Michel Foucault said about sodomy, usury is an utterly confused category, one in which it is very hard to decide what exactly is being said. So let me take us back to the late 12th and early 13th century in the south of France. A key event that is brewing is, of course, the Albigensian Crusade, fought against heresy in the south of France, we might say. Except, as I think I'll be able to demonstrate in the book I'm working on, it is more true to say, I think, that the Crusade is fought not so much against heresy as for a certain ecclesiastical notion of peace, which is innately bound up with an ecclesiastical reworking of concepts of lordship, particularly the idea that good lordship, good Christian lordship, will start to police an area morally. And that policing is most visible not only with regard to the treatment of heresy, but with regard to cessation of the use of mercenaries and putting down mercenary hordes, and cessation of the practice of usury. And as possibly sort of entwined with the latter, the increased hostility on the part of the church to Jews having any role in public office, of course, famously from Lateran IV, but also visible in southern French legislation. So that is coming, and that frames many things for us. What we should first note, however, is that usury as a concept, as a word, I should say, sorry, as a word rather than concept, usury as a word is not purely something visible in ecclesiastic discourse. For example, a poem written at some point, almost certainly in the first decade of the 13th century, in the south of France, in the vernacular, rails against those wicked rich men who fight against worth and honor. The poet, who is either the troubadour Bertrand de Born, or who is a nobleman, or perhaps a more lowly poet called Guillaume Maigret. The poet goes on to rail against those villani, those peasants, who, full of trickery and usury, pleins d'argent et d'usura, had managed to rise up the social ladder. It's a poem which is fascinating, not only for its kind of what we might call class hostility, but for recognizing, for giving us explicit reflection on a change in the social landscape in a period in which we know there's been great mercantile growth and resentment at the business practices of such people. And the word used is usury, linked here with trickery. And a lot of modern scholarship on usury, medieval usury, has focused on scholastic intellectual debate about the topic, has sought to try to specify what is meant and what is allowed or understood by the church at different points. We know that this comes to matter in various ways, particularly as we get into later Middle Ages and civic early capitalism.
Dealing with this troubadour poet in the early 13th century, we know, however, we're not looking at somebody steeped in medieval scholastic thought, but rather somebody voicing a more popular opinion about something. And I think we're best served as seeing the word usury as operating as a rather loose label applied when somebody who's claiming some moral authority felt that they beheld business practices of which they disapproved. The fact was that various forms of loan, most producing some degree of income, were present in southern French medieval society very clearly by the mid-12th century and indeed long thereafter. Cash loans, including a level of interest owed, could be agreed under contract, but in fact most forms of loan were made against something given in surety, either office income producing offices or most frequently land. That surety, a pignus in Latin, was itself then potentially a source of income. So the what we would think of as the guarantee of the loan is also itself then producing income, and that is what creates a level of interest for the person loaning the money. This is really, really, really common in southern French society. And indeed, it can have a number of different outcomes. People can make quite short-term loans. People can essentially use it as a way of renting land over a long period of time. So the loan, the production of interest, in a sense, is not so much in the service of the creditor as the debtor, but also it can be used as a way of gaining ownership of land by essentially making loans against land, ensuring or hoping that the debtor defaults and then taking the land. And some years ago, Constance Berman demonstrated that, for example, the Cistercian monastery of Bordouez near Auch in the late 12th and early 13th century precisely extended its agricultural holding through making those kinds of loans. And although that's a slightly extreme example, when I've myself worked through the carcery of the Abbey of Grand Selve, one similarly sees that making loans against a pignus is something that other monasteries did as well, and we would find occasions of bishops and others doing it. So whilst it clearly is something which has a particular use within a mercantile setting, it isn't by any means something that's only practiced by lay merchants. Nonetheless, in the 12th century, usury, as whatever we mean by this, was a sin condemned with different degrees of specificity by papal authority. 1166, Alexander III had permitted the Bishop of Cahors to take money from usurers, robbers, and any goods that had been badly acquired that could not be restituted to their original owners, and use the income from this to construct a bridge over the river Lot. The Third Lateran Council, 1179, had famously excluded manifest usurers, possibly meaning, as Jacques Le Goff has suggested, those against whom there was public outcry, public fama. So the Lateran Council excluded them from Christian burial. And Urban III, in the Decretal Consuluit Nos in 1185 to 87, emphasized that usury was essentially a sin of intention. Anything gained in exchange for a loan beyond the initial value constituted usury, and that the sin could only receive absolution if total restitution had been made. That last definition is worth a brief reflection, because one of the complications here is that we also have a historiographical split. Historians who are essentially interested in religion discuss the history of usury and repeat such things as Urban III's in its own terms. Other historians who are interested in commerce and banking talk about credit. And it only takes a moment's reflection to think about the fact that if you require that all credit be given with no income produced for the creditor, credit rather quickly dries up in almost any society. Urban III's Decretal fantasizes essentially loans entirely as a form of charity, which, however anti-capitalist we feel, doesn't really recognize some degree of kind of reality about monetary exchange. So I think that's important to emphasize for two reasons. One is, by the late 12th century, the church's papal definition of usury is essentially preposterous.
And the other is that historiographically, usury named as such has rather departed from a different area of historiography, which has thought about credit and debt, and, for example, has thought about the importance of credit and debt lower down the social scale in facilitating social economic development for peasant communities. So I think it's also important for us to remember that usury is not innately necessarily always an evil thing, if by usury we mean any form of loan. However, again, the definition is really where it all comes. Okay, so that's the late 12th century. Then we come into the 13th century, and as I say, the Albigensian Crusade looming large as a project for a certain conception of peace. In the south of France, one particular figure looms large as he made the combat of usury a key element in his drive to reform. This is indeed Bishop Fulk of Toulouse. Fulk was the son of a Genoese merchant, rather similarly to Valdez, similarly to Francis of Assisi, underwent some form of conversion, disavowing wealth. He entered a Cistercian monastery in the 1190s, became Bishop of Toulouse in 1206. He may have been present at the Council of Avignon in 1209, which, amongst other anti-heresy and anti-Jewish measures, ordered that every feast day there should be blanket excommunication of anyone who committed usury, and then linked this specifically to Jews, that Jews should have to repay any usury they had exacted. According to Guillaume de Tudela, the pro-Crusader poet of the first portion of the Cançó de la Cruzada, in the spring of 1210, after the Crusades begun, Bishop Fulk and the papal legate Arnaud Aymery had preached against usury in the Agenais, though without any notable success. Fulk travelled subsequently to Paris, meeting there Jacques de Vitry, amongst others, and perhaps fired up by the wider reform movement coming out of those schools of Parisian thought. On his return to Toulouse, the bishop founded a great confraternity in the city, later known as the White Confraternity, after another Black Confraternity arose to oppose it. Fulk signed the members of the White Confraternity with a cross, giving them a form of indulgence akin to the Crusaders, and aims to use the confraternity as a weapon to, quote, to drive out heretical wickedness and extinguish the fervour of usurers. It was a sort of sworn peace association that was going to force usurers to answer complaints and give satisfaction by sending armed men to seize goods from the houses of those who refused to appear before its officers. So Fulk's confraternities do give us an absolutely clear and apparently kind of 50-50 link of heresy and usury, very much coming out of his own kind of repudiation of the urban mercantile context from which he himself had been raised. Ecclesiastical condemnations are repeated in various subsequent southern French councils, Narbonne in 1227, Albi in 1230, which adjusts the Third Lateran's phraseology to warn manifest or hidden usurers that if complaint was brought against them, they would not receive burial unless they made restitution for their gains. The fine detail of later injunctions that we get suggests that, as one would perhaps rather suspect, the church was not in any sense successful in stopping or stamping out usury, but rather was sort of working on a way of negotiating manifest usury or specific complaint about a particular lender and loan. Even back in Toulouse under Bishop Fulk, the only surviving document from a judicial process arising from his confraternities in 1215, so the only process against usury, was actually a process ordering somebody to make post-mortem recompense, this actually being either one of the various hospitals founded in Toulouse, or actually the Knights Hospitaller, who had been recipients from a deceased testator who was found to be a usurer. So the only bit of surviving evidence doesn't live up to his image of sort of armed guards marching into usurers' houses and forcing restitution. It's actually the rather more knotty issue of
what to do if it's subsequently discovered that a testator left you goods that were usurious. There is one other episcopal inquiry surviving from 1255, ordered by the Archbishop of Narbonne into another case in Toulouse, which is conducted via the process of inquisitio in its broader legal mechanism form, but not in any sense involving specific inquisitors. And where evidence was given by a variety of witnesses, predominantly public notaries, but also some parish priests, as well as the central complainant. The case is rather complex and rather somewhat confusing, but essentially it's about whether certain key figures were known users, whether there was public fama about them. And the details elicited from this make it pretty clear that what constituted usury on the part of those witnesses' understanding was very much an excessively high rate of interest, which in this particular 1255 case has allegedly increased an original debt of 60 shillings to 260 shillings. So we're dealing with a sort of a loan shark type case, not the case of somebody exacting a small amount. And indeed, around the same time, in the mid-13th century, we can find a bishop who had himself conducted inquisition and who wrote hugely against heresy in other areas. That is Bishop Benoit d'Alignan, Bishop of Marseille in the mid-13th century. We can find Benoit d'Alignan in other documents from the city, granting a variety of rights to the sizable Jewish population there, including the right to interest rates that were guaranteed to be acceptable and non-usurious. Those rates being accepted as 5 pennies to the pound per month, which, if I did my sums right, if compounded, is about 12% annual interest. So 12% annual interest, not usurious, much bigger sums are usurious. And indeed, where usury is mentioned in civic statutes in the South, it is very much about terms of putting limits on how high a rate of interest could be charged. There's one exception, which is customs of Saint-Gilles, originally said to be given between 1210 and 1215, but which was subject to some later and highly legalistic reworking, possibly in the mid-13th century, possibly by Guy Fawkes, who's the future Pope Clement IV and advisor to inquisitors. These rather unusual statutes, which cover a huge number of different, notably moral issues like blasphemy, gambling, prostitution, also address usury, and they simply state that usurers are an abominable contagion and that all usury is forbidden. But that tone and blanket ban is in fact notable for its absence elsewhere. That is not post-Crusade, in fact, the accommodation that society and the church reaches with usury. The concept of usury is presented to people in a variety of preaching exempla. Usurers pop up as the victims in a number of stories. For example, one Southern French exemplum talks of a usurer from the diocese of Béziers who was tolerated by the lord of the castrum there. By divine justice, he was driven insane, ran amok, murdered the local lord and some other people, and the townspeople stoned him to death. Serves him right, kind of thing. A number of other stories which are slightly less dramatic. In each case, the usurer plays essentially the same role that heretic does in these stories. That is, it's a label of evil, and the nature of that evil is taken for granted. But the detail doesn't require that one investigate what constitutes usury and what does not. Let us then return specifically as I go towards the end of this paper, to inquisitors and in a sense the broader mendicant culture around them. As I say, that set of reworkings of statutes may have been reworked by Guy Fawkes, and Guy Fawkes gives key rather subtle advice to inquisitors. Nowhere in Guy Fawkes' advice to inquisitors in the mid-13th century do we find any mention of usury. H.C. Lee had said that Alexander IV's bull Quod Super Non Nullis brings usury into the purview of the Inquisition. But in fact,
if one reads it carefully, it absolutely does not. Rather, it addresses the issue of what to do regarding monetary penances to be paid for the crime of heresy if usury had previously been committed by the person who owed the money. So it's a parallel to that case I was talking about in Toulouse, where the Templars, or sorry, the Hospitallers or a hospital had to pay back money from a testator because it had been usurious. The issue addressed by Quod Super Nollis is about what do you do as an inquisitor if you've imposed a monetary fine, but the money that you're getting from the person might have been the product of usury. And what it says is basically that you should try not to end up in that situation, and that money should be restituted. The bull actually then goes on explicitly to mark off usury from the main business of Inquisition, as it also at that point does magic working. Thus, unsurprisingly, we mostly do not find mention of usury in any 13th century Inquisition cases. There are, that I've been able to find, only three exceptions. These all come from the later 13th century trials conducted by Pons de Parnac and Raoul de Plassac, edited in manuscript Doa 25. And in each case, they're cases which are not to do with the main heresies being sought, but are to do with rather odd individuals who've come under the purview of the inquisitors. So, for example, a chap prosecuted called Jean de Ruffiac. These are trials in the late 1270s, I should say, who is guilty of a whole bunch, or rather he's accused of a whole bunch of curious beliefs about the immortality of the soul, about various other ways in which church doctrine is unusual, but there's no link between him and Cathars or Waldensians. Durand, amongst other things, is asked if he'd ever said that the person who passed over an opportunity for profit on account of sin was stupid, and he said yes. Asked how often he'd said that, he replied once. Asked where, he said he did not remember. Asked about bystanders, he said a chap called Grimond of Lamier. Asked about the time, he said within the last 5 years. Asked if he believed what he maintained about this now, he said no, he doesn't believe it. In fact, he believes that usury was robbery and that other unjust and illicit profits are sins. So there it's very much about whether you defended a belief in the non-sinfulness of profit. But for somebody who is kind of not, that's not the main thing he's been accused of. Similarly, in the same trials, another chap, Bernard de Souillac, who's in trouble more because of having decried people kneeling when they heard the bell ringing announcing the consecration of the host. A witness against him said that he had heard the said Bernard Souillac saying that if he had anything to loan or to lend at usury, he would happily loan or lend it, and would not believe that he sinned in doing so. Again, it's the explicit defence of the idea of unfettered profit that is the problem here, not in any sense an active search for usury. There's one further final example which is very curious, and I have to say, which I'm not going to be able to contextually explain very well. Again, from the same set of trials, a very brief piece of evidence, witness statement given against two brothers, Pons and Pierre Barrault, who had lent money for the upkeep of a local parish church. They'd given 200 shillings to the church wardens to pay for repairs. And they're reported because the church wardens say that they're now charging 40 shillings interest, 20% interest over 4 months, and that this was usury. The witness went on to say that he'd heard that the syndics of the monastery of Bourbon had borrowed 400 shillings and had to promise to pay back 400 annually, the suggestion being that this was, again, a higher profit. This second bit of evidence under questioning, though, apparently going back 22 years, so not a current event at all. It's unclear what then happens. We have no further trial of these Barrault brothers. It's clear that the witness who is complaining about their current behaviour has had 22 years in which he could, if he'd chosen, reported to somebody else, but it's only coming up now. And it seems essentially we're dealing with a sort of opportunistic use
of the presence of inquisitors to try to renegotiate a business contract more than anything else. So there are three moments at which usury does pop up, but it's hard to say that this suggests anything very serious. Let us then get to the Council of Vienne to conclude. 1311. The Council of Vienne is, of course, about a whole bunch of other stuff as well. Usury is not by any means its main business. In Canon 29, nonetheless, what it says, it does say things about usury. And what it says is this: serious suggestions have been made that communities in certain places, in violation of both divine and human law, approve of usury. By their statutes, so it clearly means towns and cities, sometimes confirmed by oath, they not only grant that usury may be demanded and paid, but deliberately compel debtors to pay it. And so on it goes. To get rid of these practices, we decree that any of these communities who presume to make statutes knowingly decide that usury could be paid shall incur the sentence of excommunication. They shall further incur the same sentence unless they delete from the books of their communities any such statutes. Then it goes on to say, if indeed someone has fallen into the error of presuming to affirm pertinaciously that the practice of usury is not sinful, we decree that he is to be punished as a heretic. We strictly enjoin on local ordinaries and inquisitors of heresy to proceed against those they find suspect of such error. Again, therefore, this is a kind of dog that doesn't bark conclusion. Vienne in 1311 is not extending Inquisition over the pursuit of usurers. What it is doing is appending to a statute that's really about the management of civic statutes. It is appending a call that if you find someone who defends the belief that usury is without sin, that is something that can be pursued as with heresy. As we would say for a whole variety of other areas, if you believe that thou shalt not kill really means what it says on the label, if you believe that sex outside of marriage is not a sin, all of these things are things that fall into the purview, but usury is not in this sense being specified. My punchline then is a kind of weak one. The church continues to try to manage usury. It continues to condemn usury as a sin, but the dynamic of this, including within those amongst the Dominican order, more and more develops away from that kind of blanket statement that any form of interest is a sin, and instead becomes a much more subtle negotiation about acceptable rates of business, and the history of which we would find not in modern historians writing about usury, but modern historians writing about banking, credit, and nascent civic capitalism. Inquisitors have the prospect of usury ever so slightly on their periphery, but it's notable that Bernard Guy, in his Practica Inquisitionis, written a few years after Vienne, makes literally no mention of usury anywhere in the many formulae he provides for inquisitors. The only time usury comes up is in the list of things required of a convert from heresy about being a good Christian, to avoid all kinds of bad moral behavior, to avoid sin, and the sin of usury is one listed amongst that list. But that, in a sense, is as far as Inquisition goes. If it becomes part of the purview of inquisitors later on, and I'm very interested to hear that, but what I'm saying is a kind of negative. Inquisitors and usury do not meet in the 13th or early 14th century, and earlier histories that have suggested they do are mistaken. Thank you very much. Thank you very much, Professor Arnold. So our next, so I leave room for question and comments at the end of the two sessions, so the two papers. And so the next speaker is Professor Martine Osterero. She is Professor of Medieval History at the University of Lausanne. And the title of her talk today is Au profit du prince, financement, revenu et contrôle de l'Inquisition dans le nord des États de Savoie au temps de la chasse aux sorcières.
Thank you very much. The floor is yours. Et je m'excuse par avance de faire ma présentation en français. Je l'ai accompagnée d'un PowerPoint afin qu'on puisse suivre peut-être plus facilement. Comment est-ce que... C'est là, hein, voilà. Alors, dans le duché de Savoie, en particulier dans ses parties septentrionales, l'Inquisition connaît un essor considérable à partir du début du XVe siècle et tout au long du siècle. Et son activité se déploie principalement dans le cadre de la lutte contre la sorcellerie démoniaque. Elle fait suite à la poursuite de l'hérésie des Vaudois dans certaines régions, comme à Fribourg ou en Piémont. Les chasses aux sorciers commencent dans les années 1420-1430 et elles ont été particulièrement importantes et précoces dans les États savoyards. Bon, la carte de gauche donne une vision très approximative de la répression de la sorcellerie, mais sur laquelle on voit quand même que ce sont des régions d'importance. Elles sont liées, les chasses aux sorcières sont étroitement liées à l'émergence d'une nouvelle conception de la sorcellerie, essentiellement démoniaque et sectaire, que les historiens désignent aussi couramment sous le nom de sabbat. L'une des particularités de cette répression est que, comme il s'agit d'un crime en large partie imaginaire qui peut toucher n'importe qui par le mécanisme de la fama et des dénonciations, son éradication dépend donc en grande partie de la volonté des autorités politiques et religieuses de le poursuivre ou non dans une région donnée. Or, dans la première moitié du XVe siècle, le duché de Savoie se trouve à cette période sous le règne d'Amédée VIII, qui deviendra d'ailleurs pape, l'antipape élu par le concile de Bâle en 1432. Il s'agira donc rapidement, dans un premier temps, d'examiner comment le duc de Savoie s'est positionné par rapport à la nouvelle hérésie de la sorcellerie pour organiser la lutte contre celle-ci, puis comment il s'est appuyé sur les inquisiteurs pour mener cette politique répressive. Puis surtout, nous examinerons les aspects financiers de la lutte contre l'hérésie, le rôle du fisc ducal, la répartition des confiscations, les modalités de rétribution des inquisiteurs, ceci en raison des prescriptions inhabituelles des statuts de Savoie promulgués par Amédée VIII en 1430. Ensuite, à la lumière de la documentation comptable, je tenterai d'évaluer les coûts et revenus des procès de sorcellerie, si faire se peut. Enfin, on tentera de mesurer si certains inquisiteurs ont pu s'enrichir ou enrichir leur couvent grâce au profit des confiscations de biens, et ceci à travers 2 études de cas. Hormis pour des cas précis, les questions financières liées à l'exercice de la répression du crime de sorcellerie n'ont pas encore été étudiées de manière transversale, ni fait l'objet d'études générales à l'échelle du duché de Savoie. Ma contribution vise donc ici à en poser les premiers jalons sur un espace limité à ces parties septentrionales, en soulignant aussi certaines difficultés méthodologiques rencontrées, notamment en raison de la nature lacunaire parfois de la documentation. Alors, il faut rappeler tout d'abord que le duc Amédée VIII de Savoie est l'un des premiers grands souverains temporels à légiférer sur ce crime en pleine reconfiguration. Un des tout premiers articles des statuts de Savoie, sa vaste œuvre législative, promulguée en 1430, concerne précisément les hérétiques, les sorciers et les invocateurs de démons. Amédée VIII s'inscrit dans la ligne du mouvement amorcé par le pape Jean XXII dans les années 1320 et réaffirmé fréquemment à partir de Nicolas Emmerich. Les crimes de sorcellerie et de magie sont requalifiés comme hérésie et peuvent entrer dans le domaine de compétence des juridictions ecclésiastiques. Dans l'un des tout premiers articles des statuts, le duc ordonne à tous ses juges et officiers du duché de prendre l'initiative de la poursuite de tous ses ennemis de la foi, tant au fort ecclésiastique qu'au fort du prince, et de prêter main forte aux inquisiteurs apostoliques. Il n'invite pas pour autant ces magistrats à se substituer à l'inquisition pontificale ou à la contourner en revendiquant cette compétence pour son compte, mais il leur demande d'appuyer et de faciliter l'action des inquisiteurs délégués par le Saint-Siège. De plus, le duc accorde aux baillis et aux châtelains ducaux
le droit de procéder de leur propre chef, eis licat personalitaire, aux arrestations et incarcérations d'une longue liste de criminels et délinquants, parmi lesquels les devins, les hérétiques, les jeteurs de sorts, les invocateurs de démons, les astrologues, les nécromanciens, etc., en raison de la nature énorme et atroce de leurs crimes. Cet article inédit dans la législation antérieure constitue une extension considérable du pouvoir des baillis et des châtelains savoyards par ce droit d'incarcération d'office. C'est dire que l'hérésie et la sorcellerie, assimilées à des crimes contre la paix publique, concernent en premier lieu le prince avant même les cours ecclésiastiques. C'est ainsi que dans la Savoie ducale, le bras séculier devient en quelque sorte la tête de la répression, puisque c'est de lui que peut émaner l'initiative de la poursuite judiciaire en procédant d'office aux arrestations. Au moment où la sorcellerie est repensée comme une hérésie, les puissances laïques, à l'exemple du duc de Savoie, cherchent donc à prendre part à cette offensive répressive en maintenant leur présence dans ou aux côtés des tribunaux d'inquisition. L'organisation de la lutte contre l'hérésie, à laquelle est associé le crime de sorcellerie, est ainsi prise en charge par le prince, qui s'affirme comme défenseur de l'orthodoxie chrétienne. On peut parler à ce titre d'une hérésie d'État. C'est une affaire politique ou théologico-politique et fiscale, comme on le verra, et non pas seulement religieuse. Et elle permet aussi l'affirmation d'une souveraineté moderne qui passe par la défense de la majesté humaine et divine à travers la répression de l'hérésie et de la sorcellerie. Cette prise de position ducale sera effective sur le terrain. L'Inquisition s'appuie sur les cours de justice locales. Elle a besoin de la collaboration du bras séculier, notamment les baillis et châtelains, pour la mise à disposition des structures judiciaires, les prisons, les cours de justice, qu'elles soient seigneuriales ou épiscopales. C'est ainsi que dans les lieux où le duc dispose de l'omnimode juridiction, les sorciers hérétiques sont généralement traduits devant des cours composées d'officiers ducaux, les châtelains, et des représentants non seulement de l'inquisition pontificale, mais également épiscopale. C'est donc le modèle de l'inquisition bicéphale issue du Concile de Vienne. Et surtout, à l'article 1 consacré aux hérétiques, de nouveau dans les statuts de Savoie, il y a une disposition relative aux confiscations de leurs biens. Afin que les inquisiteurs apostoliques puissent accomplir leurs tâches et ne pas se montrer négligents, ils seront remboursés de leurs dépenses sur les biens confisqués aux hérétiques et ne pourront pas prétendre à davantage. Les 10 inquisiteurs ne recevront aucune autre part des biens confisqués. Un principe de modération, certes en conformité avec l'esprit de mesure et de tempérance qui anime l'œuvre d'Amédée VIII, mais qui permet surtout de renforcer les finances ducales. Par cette disposition, les biens confisqués aux condamnés reviennent de fait entièrement au fisc ducal après déduction des dépenses des inquisiteurs. L'ordonnance ducale place ainsi les inquisiteurs dans une forme de dépendance face au prince, tandis que leur statut juridique leur confère une large autonomie. L'enjeu est pour le duc de garder le contrôle des confiscations liées à des crimes qui sont susceptibles de lui échapper en grande partie au profit, qui sont susceptibles d'échapper à la justice civile au profit de l'Inquisition. Par conséquent, la présence des officiers ducaux, des châtelains ou des procureurs fiscaux s'avère d'autant plus nécessaire aux côtés de l'Inquisition, puisqu'il leur revient de confisquer les biens des accusés au profit du fisc ducal. Nous reviendrons tout à l'heure sur la réception et l'application de cette mesure sur le terrain en observant la documentation. Mais le deuxième point que je voulais montrer, c'était dans quelle mesure le duc de Savoie, à travers ses statuts, tend de mettre à son service les inquisiteurs et qu'il en fait en quelque sorte des inquisiteurs du prince. Dans le duché de Savoie, l'inquisition se distribue entre les mineurs et les prêcheurs. Le ressort des franciscains, j'essaye de le montrer avec les deux hachures, le ressort des franciscains couvre les terres savoyardes comprises dans les diocèses de Lyon, Belay, Maurienne, Tarentaise, Nice et Val d'Ost, tandis que les dominicains ont la charge de celles comprises dans les diocèses de Genève, Lausanne et Sion.
Les inquisiteurs dominicains sont issus pour la plupart du couvent de la Madeleine de Lausanne, avec une ramification vers le couvent de Genève à la fin du XVe siècle. J'ai examiné ailleurs les profils de certains inquisiteurs actifs sous le règne d'Amédée VIII et Félix V et de ses successeurs, notamment son fils Louis Ier. Or, on observe qu'à titre personnel, Amédée VIII a soutenu financièrement, institutionnellement ou matériellement plusieurs inquisiteurs actifs sur les terres du duché et notamment les 2 premières générations d'inquisiteurs. Plusieurs exemples sont significatifs à ce propos. Je ne vais pas tous les détailler, mais je veux faire remarquer, par exemple, que Ponce-Feugeron, le premier franciscain actif sous Amédée VIII, est récompensé d'une forte somme d'argent pour avoir écrit un livre contre les Juifs, un livre malheureusement disparu. Ulrich de Torrenté, le premier dominicain actif dans les ressorts romans, reçoit des bénéfices ecclésiastiques du pape d'Amédée VIII, qui est alors pape Félix V, et il est nommé par ce dernier vicaire général de Félix V. Quant au franciscain Bérard Trémet, qui est le premier inquisiteur mis en place à Chambéry, au moment où Chambéry est en passe de devenir la capitale de l'État savoyard, Amédée VIII le soutient pour entreprendre des études de théologie dans l'université de son choix. Il choisira Turin, qui est l'université fondée par Amédée VIII. Bérard Trémet exerce son office sur un vaste territoire. Il devient également confesseur et conseiller d'Amédée VIII et de son fils. Il participe à des ambassades. Donc, c'est quelqu'un qui est en vue aussi, qui fait partie de l'entourage ducal. Le cas de Pierre d'Aulnay, le successeur, est aussi significatif puisqu'il est nommé vicaire vicaire de Félix V au moment où celui-ci est non seulement pape, mais en plus évêque de Genève. Et c'est le premier inquisiteur à exercer l'office contre la sorcellerie dans les terres du diocèse de Genève. Donc, on voit que j'ai un peu l'impression que Amédée VIII crée un peu une start-up avec les inquisiteurs et qui crée un vaste réseau qui met en place pour mettre en place son programme de purification spirituelle dans le diocèse et qu'il les soutient de différentes manières. Venons-en maintenant à la question qui nous occupe ici, celle du financement de l'Inquisition et de la redistribution des biens des condamnés qui s'avère hautement conflictuelle. Je l'ai évoqué, les statuts de Savoie stipulent que les biens confisqués reviennent au fisc ducal et que les inquisiteurs ne recevront qu'une part modérée, servant à couvrir leurs dépenses et qu'ils ne peuvent prétendre à davantage. Or, on le sait, cette disposition est contraire à la législation canonique, notamment depuis la bulle d'Innocent IV ad extirpenda, qui prescrit le partage par tiers. Même si d'autres constitutions pontificales ou des ordonnances laïques prescrivent autre chose. À l'évidence, cette prescription est moins favorable non seulement aux inquisiteurs, mais probablement aussi aux évêques, même si rien n'est dit explicitement au sujet de la part qui leur reviendrait. Donc il y a eu des réactions forcément face à cette mesure, ce qui contraint probablement le fils d'Amédée VIII, Louis Ier, en novembre 1460, d'ordonner autre chose et de revenir à la répartition par tiers, donc à l'inquisiteur, à l'ordinaire et au fisc ducal. Donc, il ne tient pas compte des prescriptions de son père. Il est vrai que derrière l'affaire de Bernetz, c'est celle qui est au jeu ici, il y avait eu beaucoup de contestations aussi par rapport à cette situation. Louis Ier confirme encore sa position 2 ans après. Mais quelques années après, le fils et successeur de Louis, le duc Amédée IX, ordonne que les inquisiteurs ne puissent dorénavant plus prétendre au tiers des biens, mais seulement au remboursement des frais de procès. Il le fait dans les nouveaux statuts qui reprennent sur ce plan-là les statuts de son grand-père Amédée VIII. Et là aussi, il évoque les nombreuses querelles qui ont surgi à ce propos.
Qu'en est-il de la part, revenons aux évêques, je n'ai pas encore trouvé beaucoup de documents, alors soit ils n'ont pas été retrouvés ou pas conservés, mais la législation savoyarde semble tout autant hésitante sur ce point. On sait notamment que l'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, qui est le frère d'Amédée IX, avait fait requête auprès de lui pour que soit maintenue en faveur des évêques la perception du tiers des biens des condamnés, suivant la coutume immémoriale du diocèse de Genève. Il rapporte également des conflits à ce propos. Et quelques mois plus tard, en mai 1468, le duc Amédée IX accède à la demande de son frère et ordonne à ses officiers de permettre à son frère de toucher sa portion des biens. Il faut bien faire quelques exceptions dans la famille. Sous Charles III, on revient également à la ligne selon laquelle les dépenses des inquisiteurs sont à payer sur le produit des confiscations. Donc on voit une législation très variable en la matière, surtout sous Louis Ier, et il faut le dire en fonction des intérêts en jeu et des rapports de force. Sur le terrain, c'est encore plus compliqué à saisir. J'ai regardé plusieurs types de documents. D'une part, les sentences des procès de sorcellerie. Lorsqu'elles sont conservées, les sentences font état ou adoptent des formules qui renvoient généralement au droit canon ou parfois au droit coutumier. Ainsi, la sentence rendue contre Pierre Chavat précise que les biens doivent être confisqués et divisés selon les décisions canoniques et les constitutions apostoliques et les coutumes du pays. J'ai mis d'autres cas ici, je n'ai pas le temps de tous les passer en revue, mais on voit au final que les sentences peut-être expriment davantage la volonté du tribunal inquisitorial que la réalité des sommes encaissées, et que dans bien des cas, les autorités décident de rétribuer les inquisiteurs ou de partager les biens selon ce qui leur est le plus profitable, et que les conflits sont alors fréquents. Les inquisiteurs réclament leur dû et les autorités locales dénoncent les exactions et les abus des inquisiteurs. L'intérêt financier de la répression des sorciers est bien une réalité. Mais peut-on... Pardon, j'avais mis ici encore d'autres cas de ces pratiques divergences qu'on peut voir dans la documentation. Peut-on observer comment se déroulent concrètement les confiscations des biens des condamnés et comment on procède au remboursement des frais de procès et à la répartition des profits? Dans les domaines directs du duché de Savoie, les historiens disposent d'une exceptionnelle documentation comptable, les comptes des châtellenies ou de la trésorerie générale permettent d'appréhender ces questions, mais il nécessite encore un dépouillement plus exhaustif pour obtenir des résultats précis. Donc les comptes, en fait, contiennent des rubriques consacrées aux échutes des hérétiques ou aux frais des exécutions, mais ils sont noyés à l'intérieur de chaque rouleau, qui est donc le compte pour une année entière ou plusieurs années d'affilée. Donc, il faut dépouiller tous les registres de comptes pour trouver les mentions, et ce travail n'a pas encore été fait de manière exhaustive. Ce qui est intéressant, c'est que la documentation comptable contient également parfois, permet de découvrir des procès qui n'ont pas été conservés. Parfois même, comme on l'a trouvé pour la Bresse, les sentences sont recopiées dans les comptes. Donc, les comptes de Châtellenie viennent compléter les lacunes de la documentation judiciaire et il faut les prendre en compte. Et on se rend compte que les procès ne sont certaines fois que la partie émergée de l'iceberg de la répression de la sorcellerie. Par contre, pour l'heure, je n'ai trouvé aucun document relatif à la comptabilité des inquisiteurs ou des représentants des évêques députés au tribunal de la foi. Il faut donc tirer un maximum d'enseignements possibles de ces comptabilités savoyardes. Pour autant, cette documentation précieuse ne permet pas, ou je dirais ne permet pas encore, de proposer des résultats définitifs. En effet, pour mesurer quel profit précis l'Inquisition, le fisc ducal et l'ordinaire dégagent chacun de la répression de la sorcellerie, il faudrait idéalement pouvoir connaître pour chaque procès les frais occasionnés, le montant des échutes des hérétiques
et le remboursement de la trésorerie générale aux châtelains, ainsi que la part versée aux inquisiteurs et aux évêques, que ce soit par le fisc ducal ou directement par les châtelains. Le tableau, pour l'heure, est très loin d'être incomplet, est loin d'être incomplet en raison de la nature fragmentaire de la documentation. Mais à première vue, là aussi, les pratiques varient quelque peu selon les lieux et les temps et au gré des circonstances et des intérêts en jeu. Ce que l'on observe déjà clairement, c'est que les sommes provenant de la taxation et de la vente des biens figurent dans les comptabilités des châtellenies sous une rubrique spécifique destinée aux échutes. Et dès les années 1430, la rubrique échutes des hérétiques, Eschete hereticorum ou Bona hereticorum, est créée dans la première partie du compte, celle des recettes, juste après les amendes ou les bana. Une précision qui marque l'intensité de la répression et l'intérêt du fisc ducal. Ces échutes sont perçues dans un laps de temps plus ou moins long nécessaire à l'inventaire, à la saisie, à la taxation et la vente des biens. Elles ne figurent donc pas dans le compte de l'année de la condamnation, mais parfois dans celui de l'année suivante. Il faut donc dépouiller les comptes sur plusieurs années. En principe, les châtelains savoyards sont mandatés par les procureurs ducaux pour dresser la liste des biens en cas de confiscation ou d'adjudication au prince. Après avoir estimé leur valeur, ils sont tenus de les vendre rapidement au plus offrant et la part revenant au fisc est versée à la trésorerie générale. Je donne ici quelques exemples d'échutes qui ont pu être trouvés pour montrer que la valeur des échutes varie considérablement. Ici, pour la châtellenie, des châtellenies du Valais savoyard, selon les données retrouvées par Pierre Dubuis, on voit qu'on a entre 15 et 60 florins et certains cas où pour une personne, les échutes s'élèvent à 180 florins, 128 florins, mais dans certains cas, on précise qu'il n'y a rien à prendre par pauvreté ou parce que les biens sont situés ailleurs ou pas encore estimés. On a le cas d'une femme d'abondance, Claudia Joran, en 1502, dont les biens se vendent pour 400 florins et la vente permet à la communauté de renflouer ses dettes, car elle a dû des dettes contractées envers des avocats pour défendre les franchises de la communauté d'abondance attaquée par les princes de Savoie et l'abbé d'Abondance. Les notices relatives aux biens qui n'ont pas pu être saisis ni taxés lors de l'année comptable sont signalées dans le compte suivant et on voit certaines fois des reports sur plus de 30 ans pour des échutes, l'inventaire qui doit être fait des échutes des biens donc des condamnés. Dans les parties du compte destinées aux dépenses, on trouve les frais engagés pour les poursuites des hérétiques ou des sorciers, qu'il s'agisse des entrées et des dépenses des châtelains, dans les comptes de châtellenie, avec des rubriques executiones malefactorum, et on connaît ainsi les coûts occasionnés par la capture et la détention des prévenus, la rétribution ou les salaires versés aux gardes des prisons et aux bourreaux, ou encore les frais de repas des officiers de justice et du personnel. Par exemple, à Montaix, on compte 73 florins et 7 deniers pour l'emprisonnement et l'exécution de 4 personnes. Donc les frais de déplacement et de séjour de l'inquisiteur et de son personnel itinérant sont généralement pris en compte par le châtelain ou les baillis locaux qui en rendent compte auprès du trésorier général pour en obtenir le remboursement. Donc ces frais sont bel et bien à la charge de l'État savoyard et non de l'Inquisition et de l'ordinaire, comme on peut le rencontrer ailleurs. La répression des délits contre la foi, à l'exemple de la sorcellerie, est vraiment devenue une affaire d'État prise en charge par le prince et la prescription des statuts de Savoie semble ici véritablement s'appliquer. Alors, lorsqu'on dispose à la fois des dépenses et des échutes, on découvre ainsi les coûts véritables des procès et les profits qu'ils dégagent. Quelques exemples ici, par exemple à Martigny, les coûts de 3 femmes exécutées s'élèvent à 26 florins et 3 deniers, et le vice-châtelain obtient une somme de 20 florins pour les échutes d'une seule femme. Donc,
on n'a pas les sommes pour les autres, mais ce qui voudrait dire que le reste, c'est du profit. Une fois les frais remboursés et les rétributions effectuées, il n'est pas rare que des maisons confisquées aux condamnés fassent l'objet de donations par le prince à ses officiers ou à des membres de sa cour à titre de service rendu. Voilà deux exemples, la maison d'un notaire et un château à Valères-sur-Rance qui est transmis à un écuyer du duc ou au secrétaire de Félix V. Mais sait-on, à travers les sources comptables, ce que reçoivent concrètement les inquisiteurs? Sous réserve d'un dépouillement systématique, plus rares sont les mentions de sommes livrées aux inquisiteurs, que ce soit pour leur part légitime ou en remboursement de leurs frais, voire en guise de récompense spéciale. Le partage s'effectue a priori au niveau de la châtellenie, mais on rencontre dans la trésorerie générale des montants peut-être qui sont à titre exceptionnel et qui émanent de la volonté ducale. Deux exemples justement issus de la trésorerie générale de Savoie, un montant à l'inquisiteur Bérard Trémet de 50 écus d'or en remboursement de deux chevaux achetés par l'inquisiteur pour notre Seigneur, et cette somme est à prélever sur les biens d'un hérétique condamné à Chambéry. Alors, par contre, je ne sais pas s'il s'agit de la part lui revenant ou du remboursement de ses dépenses ou d'une rétribution particulière. Je n'ai pas de données précises à cet égard. Une autre mention relevée dans la trésorerie générale en 1462 concerne un versement de 100 florins effectué par le châtelain de Sallanches à l'inquisiteur Pierre Rationis, qui a mené 9 procès dans une région, un mandement qui se situe dans la région de Chamonix, hein, en Haute-Savoie, Chamonix et Megève. Et ces 100 florins sont la somme que le duc lui a attribuée pour tout droit et part lui revenant, une coquette somme qui ne comporte pas ses dépenses puisqu'elles sont directement prises en charge par le châtelain. La répression des 9 sorciers a coûté 241 florins à la châtellenie de Sallanches, qui en obtient également le remboursement de la trésorerie. Et à eux seuls, les frais de séjour de l'inquisiteur et du procureur durant 77 jours ont coûté 134 florins. Voilà, la vie est chère à Chamonix. Mais dans ce cas, on ignore encore la recette, soit la valeur totale des biens des sorciers condamnés à mort, car ils n'ont pas encore été estimés et taxés. Il faudrait là aussi explorer les comptes de Châtellenie. À noter que ces sources comptables sont aussi les seules traces conservées de cette importante répression menée contre des sorciers à Chamonix. Au terme de cet éventail de cas, on voit que plusieurs situations se dessinent. Soit les biens confisqués sont adjugés au fils ducal, qui va verser une rétribution aux inquisiteurs, mais sans qu'on puisse savoir si cette somme correspond à un éventuel tiers de la valeur des biens ou au seul remboursement de leurs frais. Soit l'inquisiteur est défrayé, voire rétribué directement par les châtelains, et si la somme est parfois connue, il reste difficile de savoir si elle correspond effectivement au tiers canonique. Dernier point sur lequel je vais passer très vite, finalement, c'est de se demander si les inquisiteurs, d'une certaine manière, se sont enrichis ou ont enrichi leur couvent pour l'exercice de leur office. Là, les sources sont très discrètes, mais il y a deux cas qui livrent quelques indices. Le premier est celui de Raymond de Rue, qui exerce son office durant une dizaine d'années dans les diocèses romans, tout en développant un réseau de vice-inquisiteurs pour agir dans son vaste ressort. On peut lui compter une vingtaine de procès de sorcellerie qui débouchent sur environ 20 bûchers entre le Valais, la Haute-Savoie et le Pays de Vaud. En 1465, alors qu'il est devenu évêque auxiliaire de Lausanne, il donne à son couvent de Lausanne tous ses biens immobiliers acquis depuis 10 ans ou à acquérir à charge de célébrer des messes. Et l'acte de donation ne détaille pas les biens, mais une notice de l'obituaire du couvent évoque les propriétés qu'il avait achetées pour lui-même, procès émite, avant d'en faire donation au couvent. Et l'obituaire rapporte surtout que Raymond de Rue avait édifié, fabricavit, une belle chapelle dédiée à Saint-Pierre martyr dans l'église du couvent, en fondant une messe et une pitance à la fête du Saint. Et cette chapelle constitue vraiment une
construction autonome du couvent. Et Raymond de Rue, on honore la mémoire de Raymond de Rue comme Eresum extirpator valdissimus, et on voit qu'il contribue en quelque sorte à transformer le couvent lausannois en chapelle, en lieu de dévotion à Pierre Martyr. Un autre cas, c'est celui de Bérard Trémet, l'inquisiteur franciscain, qui lui, dont la notice de l'obituaire signale également qu'il a donné les stalles du couvent de Chambéry. Donc, c'est deux exemples intéressants, mais pour autant, est-ce que c'est en tant qu'inquisiteurs qu'ils ont eu ces revenus ou par rapport aux autres fonctions, puisque l'un était confesseur, conseiller du duc et l'autre évêque auxiliaire. J'en viens rapidement aux conclusions pour rappeler que, je crois qu'on l'a vu, la question de la répartition des profits des condamnations capitales est un enjeu capital, est un enjeu important, à la fois financier et politique, et que les tentatives de légiférer sont tantôt des coups de force ou des consensus ou des accords parfois fragiles. Le fisc ducal a eu pour politique de récupérer tous les biens en mettant la main à la bourse pour rétribuer un inquisiteur ou pour l'aider à couvrir des difficultés matérielles, mais de manière modérée suivant les statuts. Donc le duc vraiment garde le contrôle sur les inquisiteurs qui dépendent de son bon vouloir. C'est donc une politique délibérée. Hein. Il les a privés de leurs revenus et il leur assure, il les met dans un état un peu de dépendance. Et les inquisiteurs, pour leur part, s'efforcent de faire valoir les prescriptions canoniques lorsqu'elles leur sont favorables. Et puis, en fait, on comprend de manière pragmatique que la pesée des intérêts se fait en fonction des circonstances. Si l'accusé est fortuné, on peut s'attendre à des contestations de la part des inquisiteurs ou des évêques. Et s'il a peu de biens, l'inquisiteur a tout intérêt à attendre du prince le remboursement de ses frais et une rétribution. Quoi qu'il en soit, force est de constater que dès les années 1430, la répression de la sorcellerie est entrée dans les rouages de l'état ducal. L'apparition des rubriques des échutes et des exécutions des hérétiques, qui était déjà apparu en Piémont lors de la lutte contre les Vaudois, marque véritablement sa normalisation par l'administration savoyarde, qui contrôle étroitement les profits et les coûts des procès. À ce titre, le crime de sorcellerie constitue bien une hérésie d'État. Enfin, l'analyse des montants des biens confisqués à de prétendus sorciers ou sorcières permet de tordre le cou à l'idée reçue de la pauvreté, de la marginalité sociale ou de la prolétarisation des victimes de la chasse aux sorcières, en tout cas pour le XVe siècle. Lorsque la valeur des biens d'une seule personne s'élève à 100 ou 400 florins, on comprend qu'il y a bien parfois, indubitablement, des intérêts financiers en jeu et que seigneurs et inquisiteurs se disputent âprement la part qui leur revient. Merci de votre attention et de votre indulgence. Il s'agit encore pour moi d'une recherche en cours à laquelle j'associe d'ailleurs des étudiants qui réalisent des travaux de master en examinant les contes dans les châtellenies du Pays de Vaud ou de la Bresse. Et on fait des séjours d'archives où je leur montre comment travailler sur ces contes. Merci de votre attention. Oh, thank you very much. It's a beautiful paper. And so I open the floor for two questions and comments. We have 20 minutes, I think. So. Irene Bueno. I will speak in English. Thank you to both for wonderful presentations, which helped to nuance even more what had already appeared yesterday. And I refer especially to Riccardo Parmigiani's presentation, which showed, just as you did, how inquisitors are not isolated authorities, but they are profoundly embedded in local societies, in complex social networks, and they have profound relationships also with the secular political authorities. This is nothing new, but it is very interesting to see how in every different context, this also from a financial point of view has different results. And so you
clearly showed that perhaps in this moment, in the context that you analyzed on sorcery, repression, the balance is goes in favor of the secular power, no, heresy d'etat, as is showed. And also in the case of usury, it's even more clear how this is a bit in between very complicated layers of different legislations. And you both referred also to customary law, customs. So my question for John Arnold, in line with these thoughts, is what these different layers of coexistent legislation have to say about usury, and most notably, if you looked, you referred, but I perhaps didn't understand very well, to customary laws and civic statutes, and also I was interested to see if you could go into the synodal statutes of the region. And for Martin, my question would be if there is any trace of conflict, because the picture that you presented is quite a peaceful one of coexistence, but I presume that inquisitors were not always satisfied with this unbalanced partition of finances. Thank you. Thank you very much. We collect questions, or we can answer? As you want, President. Professor Arnold, you want to answer? If that's okay, I think it's easier in my slightly cold-ridden state. I may struggle to hang on to more than one question at a time. So if I can respond to it, then in the customs and statutes issued by many southern French towns, and I'm sure the same would be true in Italy, provide a number of provisions for the legal pursuit of debt. They tend to include an implicit recognition that loans will accrue interest. I've never noticed them really talking about usury in the sense of excessive debt, but essentially they are addressing the sense in which it's a mercantile society. People have debts, and that one of the things that the customary law of a town addresses is how you're allowed to pursue the debt, seizure of goods and so forth. The Council of Vienne, as I was pointing out, rather than this idea that the Council of Vienne is extending the condemnation of usury to Inquisition, it is primarily addressing precisely these customary statutes and saying it is unchristian for civic authorities to allow usury to be sustained in this way, and thus we will excommunicate any town officials who propose or sustain such statutes. And indeed, then to pick up on that, you asked me about synodal material. Indeed, we find quite soon thereafter in synodal material from Elne in 1326, and similarly from Pamiers from around the same time, a reinforcement of what is the Council of Vienne message, although not specifically sounding it, that is decrying consuls who attempt to enforce the payment of usury within their written statutes. So there is in the early 14th century this sort of explicit attempt by the papacy and then the episcopate to intervene in the sort of civic statutes and their business. One could see this perhaps as a parallel to things we'd find earlier in the 13th century when the papacy gets very upset about Mediterranean towns doing business with Muslim authorities, supplying them with goods that might be seen as attacking Christian forces, where there's a flurry of similar activity and a flurry of similar episcopal attempts to enforce it. What has to then be said is, I think that, as with those earlier attempts, they are almost certainly
limited in their success from the point of view of the papacy, and that actually the reality fairly quickly again settles down to it in the case of usury to whether one means usury as any form of interest or usury as excessive interest, which is always to some degree in the eye of the beholder and more dependent upon essentially processes of accusatio or complaint than inquisitio. So it is another, as I was suggesting, it is an interesting parallel in some ways. This concept of usury, it doesn't parallel heresy in any precise form, but it is interesting for us historians to think through how something which the church periodically wants to treat as if it was straightforward, simple, and could be addressed in certain kinds of legal ways, in the pursuit of that turns out to be rather more complicated and rebarbative and provokes further kind of reflection and so forth. But I hope that addresses some of what you were wondering, Azrael. Thank you. Merci pour votre question. Au sujet des conflits, oui, c'est très intéressant. Finalement, si on examine les procès, on a l'impression d'une machine qui fonctionne très bien, d'une bonne entente entre les évêques, les inquisiteurs, qui aboutissent à leur fin, c'est-à-dire de condamner des innocents pour sorcellerie. On a l'impression effectivement d'une situation d'un âge d'or un peu particulier de l'Inquisition dans ces régions alpines, alors qu'ailleurs la situation est beaucoup plus conflictuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à quitter la documentation strictement judiciaire, on voit justement apparaître des traces de conflits. Il y a toute une documentation, c'est les actes de la pratique, qui montrent l'importance des tractations qui doivent être menées avant l'instruction des procès de sorcellerie dans telle ou telle châtellenie, et ceci en particulier au tout début de la répression. C'est une nouvelle hérésie, un nouveau crime, et il faut s'accorder entre évêques, entre les autorités temporelles, le prince de Savoie, les inquisiteurs, pour savoir où on instruit le procès. Et l'enjeu, c'est ça. Est-ce que c'est à la châtellenie? Est-ce que c'est dans le château épiscopal ou ailleurs encore? Donc, il y a des échanges de lettres qui montrent bien que c'est une question d'importance. Et puis, à l'issue des procès, je commence aussi, on commence à trouver, quand on réunit la documentation, ça prend de l'intérêt, justement des contestations par rapport au partage des biens, avec des inquisiteurs qui cherchent à faire appel de la solution trouvée auprès d'autres autorités. Donc oui, on voit beaucoup de conflits, de tractations, et notamment quand il y a des biens. Quand il y a des biens, effectivement, l'inquisiteur va chercher, et l'ordinateur vont chercher à récupérer une partie des biens. Par contre, lorsque la personne est peu fortunée, là, il y a intérêt effectivement à attendre un remboursement des frais de procès. Je trouve aussi, avec les exemples que j'ai montrés, que le droit coutumier, puisque tu évoquais le droit coutumier, a parfois véritablement bon dos, puisque dans certaines attestations que j'ai trouvées, on fait dire au droit coutumier quelque chose de complètement contraire, soit une fois un témoin qui dit qu'il est, dans une enquête pour sorcellerie, une vaste enquête générale, le témoin rapporte qu'il est de coutume qu'il y ait le partage par tiers, alors que Amédée IX de Savoie ordonne la confiscation des biens d'un hérétique qui lui reviennent de plein droit selon la coutume du pays. Donc, on voit aussi que cette coutume est invoquée pour dire exactement le contraire. Donc oui, effectivement, il faut véritablement casser l'image d'une collaboration idéale et harmonieuse. Il y a bien sûr des tensions et des tractations puisqu'il y a des intérêts financiers en jeu. Riccardo Parmigiani. Merci.
En question pour Martino Storero, c'est très voisin de la question d'Irène. Et j'imagine qu'il n'y a pas notice des enquêtes. Et pour une certaine période, les papes, les pouvoirs spirituels, c'est les pouvoirs de duc pendant Félix V. Et y a-t-il, je pense que nos notices des enquêtes ou dans les temps immédiatement successifs, il faut avoir un lien avec l'autorité spirituelle. Mais sinon, y a-t-il des notices des phénomènes de corruption des inquisiteurs ou des voix populaires, des accusations populaires dans certaines localités contre l'inquisiteur? Merci. Oui, mais c'est une documentation que je n'ai pas encore exploitée, notamment en Bresse. Il y a des contestations, mais c'est aussi dans des territoires où l'inquisition est en marge, enfin on est à la limite du duché de Savoie et on est prêt. Et on voit qu'à Lyon, j'avais pu le montrer aussi avec sur la Vauderie de Lyon, finalement on entrave les inquisiteurs, les dominicains à mener la chasse aux sorcières. Là, on voit que, et notamment Bérard Trémet, enfin l'itinéraire de Bérard Trémet est vraiment très intéressant, que son ressort déborde du duché de Savoie pour concerner aussi certains territoires du royaume de France, notamment dans le diocèse de Lyon. Et dès qu'il va dans ces territoires-là, il est contesté, il est même arrêté pour exaction, abus, il est emprisonné, il doit faire appel au pape pour être libéré. Donc il y a des affaires où ça fonctionne dans le duché de Savoie et juste à côté, alors que c'est le même ressort, donc il est député aussi, il est mandaté pour agir dans ces terrains, ça ne va pas. Et il y a des procès effectivement ou des affaires où on fait état d'exactions et d'abus commis par l'Inquisition. C'est encore des documents à travailler. Vincenzo Lavenio. Juste une petite question pour Martine. Qu'est-ce que c'est l'allusion à la puissance militaire dans le nom dans la normation de Amédée VIII? Parce que la norme fait allusion à la guerre, à la croisade contre la sorcellerie peut-être, je ne sais pas. Et juste deux mots pour rappeler que la division entière, le partage entier est le même pendant l'âge moderne, après les conflits entre Charles Amédée Ier et la siège apostolique. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller jusque-là. Merci pour la précision. Oui, la force armée, c'est une phrase qui m'a aussi beaucoup étonnée. Je pense que c'est de l'idéologie politique. Amédée VIII mène vraiment une croisade contre l'hérésie et c'est ce relent de croisade qui apparaît dans les statuts. Donc c'est vraiment de s'ériger aussi au souverain défenseur par tous les moyens, y compris la force armée. Alors, je n'ai pas eu de traces de force armée et de croisade contre les hérétiques et les sorciers dans ma région. Mais c'est vrai qu'on a des traces, notamment dans le comté de Neuchâtel, au moment où Ulrich de Torenté doit rendre les sentences. Il doit être accompagné d'une force armée parce qu'il y a des tensions très fortes avec le comte de Neuchâtel. Donc, ce n'est pas complètement anodin, mais disons, il y a de l'idéologie, c'est l'idéologie de la croisade qui est là. Mais cependant, on voit que les inquisiteurs sont contestés quand même aussi, surtout au début de la répression, et qu'ils ont besoin de s'entourer d'un personnel militaire qui assure leur protection. Lenny Solera. Oui, moi aussi, j'ai une question pour Martino Storero. Merci bien pour votre présentation. Est-ce qu'on a des informations à propos des confréries dédiées à Saint-Pierre Martyr ou à la Sainte Vierge ou à la Sainte-Croix liées à l'Inquisition? Parce qu'on est à la moitié du XVe siècle. C'est une période très, très importante aussi pour l'Italie parce qu'on n'a pas
presque on n'a pas des infos pour pareil, confrérie en Italie, on a, oui, au début du XVIe siècle, souvent à la moitié du XVe, c'est vraiment très difficile à avoir des... C'est une bonne question, merci beaucoup. Je vais regarder, a priori, non, enfin, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de confrérie à Saint-Pierre-Martyr. Il y a une réorganisation des confréries au XVe siècle pour les limiter, donc elles se reconcentrent, il y a une prolifération au XIVe, XIIIe, et puis on doit resserrer, donc il y a quelques confréries, il y en a une qui est liée au couvent des Dominicains. Ce serait intéressant, c'est vraiment une piste de recherche, je vous remercie de la signaler, de voir s'il y a effectivement des liens entre les personnes qui sont dans la confrérie et l'activité inquisitoriale, puisque dans les procès de sorcellerie, on a aussi un bon nombre d'assesseurs qui se recouvrent et qui sont des gens de l'élite locale. Donc c'est une bonne piste de recherche, je vous remercie. Siamo arrivati, diciamo, alla scadere di questa prima sessione, quindi ringrazio per this two beautiful presentation, the two speakers, and ci vediamo alle 11 per la seconda parte.